Bonsoir et bienvenue dans Le Vrai Monde. Bonsoir Philippe Van Leu. Bonsoir Pierre Gaffy. Comment allez-vous ? Très bien, merci. J'ai voulu vous recevoir parce que votre troisième long métrage de fiction, The Wall, Le Mur, est sorti le 18 décembre et que pour moi ça a été un choc assez comparable, je dois dire, à vos deux premiers longs métrages, Le jour où Dieu est parti en voyage, conflit au Rwanda en 1994, une famille syrienne qui trouve finalement sa conclusion cette semaine. Je peux vous dire que c'est de la joie et des larmes. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme dit tout le monde, est-ce que le fait que vous soyez issu d'un pays fracturé, la Belgique, où on parle parfois de scission et d'indépendance, joue sur le fait que vous vous intéressez aux pays fracturés ? Oui, sans doute, c'est possible. Il y a aussi la question de la frontière. C'est-à-dire que déjà, je suis issu d'un petit pays, donc on regarde très très vite vers l'extérieur pour essayer d'exister pleinement. Puis aussi, à l'intérieur de notre pays, on a cette frontière entre les deux communautés, qui sont des communautés culturellement très différentes. C'est plutôt la religion qui nous lie, en fait, que quoi que ce soit d'autre. Donc on n'a pas la même logique, on n'a pas le même système de pensée. Enfin, tout ça est quand même très, très, très différent. D'un côté des germaniques, de l'autre côté des francophones. Et puis, en même temps, il y a eu des tensions vraiment très, très vives à une certaine époque, dans les années 80-90 d'ailleurs. Puis à un moment donné, j'habitais dans une petite commune de la périphérie bruxelloise et j'ai pu imaginer retrouver des tags sur ma façade. J'ai imaginé retrouver des tags sur ma façade, me disant « Go home », voilà, les Wallenbuiten, comme ils disaient ça, les Wallons dehors. Et ça n'est évidemment jamais arrivé, mais en tout cas, ces tensions étaient à ce point vives qu'on pouvait s'imaginer que ça se produise, en fait. Et donc, quand je regarde les frontières ailleurs et qu'elles sont l'objet de conflits, bah oui, je veux dire, ça me parle. Il y a un petit rituel dans cette émission. Je ne vous en ai pas prévenu. Pourriez-vous fermer les yeux ? Voilà, c'est fait. Et je demande à un chef opérateur, car vous êtes aussi chef opérateur. Oui, entre autres. Est-ce que vous pourriez nous décrire la chambre dans laquelle vous avez grandi ? Oui, en fait. Oui, c'est intéressant. Il y avait deux petits personnages en contreplaqué, en bois peint, qui étaient très très jolis, qui représentaient des petits personnages du sud de la France, en fait. Il y avait mon lit qui était dans un coin, il y avait un petit lavabo à côté, il y avait une fenêtre, il y avait la porte en face. La porte était terrible parce que parfois je me réveillais et j'avais toujours peur du noir. Il fallait que je regarde en dessous de mon lit pour savoir s'il n'y avait pas un lion qui se cachait ou Dieu sait quoi. Et puis la porte, parfois, simplement, j'avais l'impression que la poignée était en train de se baisser comme ça, tout doucement. C'était assez terrifiant, j'avoue. Voilà. Il y avait des posters au mur ? Je m'en souviens pas. Vous pouvez rouvrir les yeux, Philippe. Cette question est d'autant plus prégnante que j'ai revu vos deux premiers films et que la chambre, le lieu d'habitation, est hyper important. Oui. Une famille syrienne est un quasi huis clos, oui. Qui commence dans une chambre, dans un séjour chambre. Oui. Au début le jour où Dieu est parti en voyage, eh bien l'héroïne est cachée dans une chambre. Et là aussi, je me suis demandé quelles sont les traces de l'enfance dans la manière dont vous abordez les films, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des films politiques ou sociaux, mais il y a beaucoup de gens qui alternent. Et vous, pour l'instant, vous n'alternez pas. Non, jusqu'à présent, j'ai fait que ça. J'ai pas fini, je pense. Sur la question de la chambre, c'est peut-être plutôt une question de narration, en fait. Je le sens plus comme ça. C'est-à-dire que j'essaye d'éviter de donner trop de détails par une mise en situation, une scène de dialogue ou des choses comme ça sur à qui on a affaire, qui sont les protagonistes de mon sujet. Et j'essaye d'avancer et de permettre qu'on les découvre au fur et à mesure sans les dévoiler par avance. Et donc je trouve que le lieu de vie, c'est un très très bon indice en fait. Ça nous permet de situer les gens, de savoir un petit peu quel est leur contexte habituel. Voilà, ça fonctionne. Alors j'ai demandé à une étudiante en cinéma qui s'appelle Manon. Manon qui a vu votre film en projection de presse et qui va nous le décrire, qui va nous le raconter.
Donc l'histoire raconte l'histoire de Jessica Comley, qui est une policière à la frontière entre l'Amérique et le Mexique. On peut la décrire comme étant une personne très déterminée et fière à défendre son pays face aux immigrants et aux trafiquants de drogue, selon elle. Et une intervention tournera mal lors d'une de ses patrouilles qui l'amènera à tuer un immigrant. Ce sera sa parole face à celle de 2 natifs amérindiens. C'est ça. Philippe, il y a très longtemps, j'étais allé rejoindre ma fiancée aux États-Unis. Oui. J'étais tellement heureux de la retrouver que nous avions loué une voiture et j'étais tellement heureux de me dire dans 2 heures on est à San Francisco, puis après-demain on est à Las Vegas, et puis un jour, à un moment, elle m'a dit Pierre, s'il te plaît, tourne à gauche. Et j'ai dit mais pourquoi veux-tu que tu tournes à gauche? Elle me dit j'ai trop honte. Je comprenais pas. Et en fait, elle avait vu un signal, un panneau réserve d'Indiens. Et elle se sentait honteux du sort des Indiens et surtout de tout simplement pouvoir s'en approcher et ne pas les laisser tranquilles. Comment s'est passée donc la bascule au niveau du scénario, de vos recherches, entre le portrait de cette Jessica, qui est bigote, qui croit en son pays, qui est fière de son pays, et le destin de ceux qu'elle est censée sortir des États-Unis? Et donc il y a des moments très forts dans le film où on voit ces gens dont on dit qu'ils sont des migrants mais qui en fait étaient là avant l'homme blanc. Comment s'est passée la bascule entre ces 2 portraits? Ben écoutez, en fait, je suis parti au départ, on est en 2017, tout début 2017, Donald Trump vient d'être intronisé, si on peut dire, inauguré. Voilà, tout de suite, j'ai eu envie de m'attacher à ce personnage. Donc, quelque part, je pense que Jessica Comley est un petit peu un Trump en filigrane, si on peut dire. En tout cas, je me suis beaucoup appuyé sur ce que j'imagine de lui pour la décrire, elle. Et puis, donc, je voulais faire une sorte de western contemporain avec un shérif, avec des cow-boys et des Indiens, voilà. Et donc les Indiens, je les ai cherchés. Et je n'avais aucune idée. Tout ce que je savais, c'est que je voulais aller en Arizona. Et donc j'ai cherché un peuple qui puisse être représentatif de ce dont j'avais besoin. Et j'ai découvert, parce que je n'en avais absolument aucune idée, les Tohono O'odham, qui donc est le peuple qui vit dans la région et qui son territoire a été coupé en 2 à 50% au nord de la frontière aux États-Unis, 50% au sud au Mexique. Et donc ces gens qui vivent là depuis des milliers d'années sans jamais avoir connu aucune barrière, tout d'un coup se retrouvent désormais, en plus depuis la militarisation de la frontière, se trouvent empêchés de continuer leur transhumance coutumière. Voilà, il n'y a plus rien qui fonctionne pour eux. Et ça, c'est juste la première chose qu'on voit, parce qu'effectivement, moi je me suis adressé à des Tohono O'odham pour participer au film, parce que ça fait partie de mon système, si vous voulez. Je fais une fiction, mais à partir du moment où j'ai mon personnage de fiction, tout ce que je construis autour est parfaitement authentique. Et j'essaye aussi de m'appuyer justement sur des personnages qui soient eux-mêmes authentiques et qui puissent du coup me renvoyer leur réalité et sur laquelle je puisse m'appuyer au travers de mon récit. Et en fait, Mike Wilson, qui joue le rôle de ce vieil Indien qui est dans le film et qui donc incarne, si vous voulez, la pérennité de cette civilisation indienne et de ses valeurs, c'est un type que j'ai vraiment dû convaincre parce que les Amérindiens ont été abusés dans tous les sens du terme pendant des générations et des générations. Ils ont tout perdu. Ils ont été humiliés et assassinés, enfin absolument de manière totalement délibérée. C'est un véritable génocide quand même que les Américains blancs ont perpétré sur la population autochtone. Et donc, lui était très très réticent au départ. Il n'était pas sûr qu'il avait envie de prêter sa personne à une imagerie qui soit encore une fois une imagerie blanche. Et donc, ça a été un moment de négociation qui a duré quand même peut-être une bonne année, 1 année et demie, pendant laquelle il était hésitant. Il sentait ma sincérité à moi, mais il n'était pas forcément sûr que j'arriverais à la maîtriser. Aujourd'hui, on appellerait ça du droit à l'image. Oui. Mais là, c'est un droit à l'authenticité d'une culture. C'est un droit au respect. Voilà, c'est vraiment ça, pour moi. Et c'est ce que, quand même, malgré tout, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire, je travaille dans un principe de dignité.
Et je cherche systématiquement à ne pas aliéner les gens que je mets à l'image. Quand, comme vous, on fait des films relativement brefs, Oui. Entre 1h30 Oui. et 1h40, que vous êtes vous-même directeur de la photo, et donc j'imagine que... C'est pas qu'on fait pas n'importe quoi, mais je veux dire, le cadre, c'est le cadre, on réfléchit bien. J'ai été particulièrement attentif au premier plan de votre film. Oui. Et le premier plan de votre film, il se passe la nuit, Oui. dans une voiture. On voit le personnage de Jessica dans le rétroviseur, Oui. et on voit une croix chrétienne qui, par les reflets des feux de la circulation, est rouge. Oui. Et donc, dans le film, il y a ça aussi. Il y a cette idée de gens qui suivent une religion de manière... béates et qui font l'inverse des préceptes de la dite religion, c'est-à-dire aimer son prochain. C'est typiquement ça. Et c'est typiquement ce qui se passe tout le temps, non? Enfin, moi, je suis très... Je veux dire, si j'ai arrêté Enfin, j'ai arrêté très tôt, hein, je vais avoir 15 ans et j'en ai eu marre d'aller à l'église. Mais... Vous êtes bien sûr Fréquence Protestante. Oui, je sais cela, mais j'ai une vraie admiration sincère pour les gens qui ont la foi, parce que je les considère comme bénéficiant d'une énergie que je ne connais pas. Mais à part ça, je trouve que la fracture entre le geste et l'intention, elle est constante. Je veux dire, on voit bien quand même que la parole de ce que Dieu représente n'est pas suivie des faits. C'est plutôt exactement l'inverse, quoi. C'est toujours un processus de domination, que ce soit une religion ou l'autre. Hein, je veux dire, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a un plan dans le film où Jessica fait un jogging effréné, donc sous la chaleur de l'Arizona, et tout d'un coup, elle s'arrête et elle se tourne vers le ciel en disant mon Dieu, mon maître, fais de moi ce que tu veux. Voilà. Et j'ai trouvé ce plan à la fois très simple. Vous filmez une femme qui court, pour garder la forme, j'imagine, pour son métier, et qui tout d'un coup s'arrête. C'est-à-dire le mélange entre sa vie païenne, sa vie sociale, et le fait que Dieu est toujours là pour la rappeler à l'ordre. Oui. Alors pour moi, c'était ce moment qui devait l'amener à Jeanne d'Arc, quelque part. C'est une forme, voilà, c'est une sorte de Jeanne d'Arc américaine, et c'est ce que je voulais signifier par ce moment très littéral. Et en même temps, je ne vois pas d'impossibilité à ce qu'un geste comme celui-là, aussi explicite, aussi franc, se produisent dans le cours d'une vie aux États-Unis. Je crois qu'ils sont assez désinhibés par rapport à ça en réalité. Puisqu'à un moment, il y a une séquence dans une manucure où on amène sa belle-sœur, qui est mourante d'un cancer. Et en fait, on fait une manucure à Jessica, qui en tant que policière a des mains plutôt calleuses. Et on apprend que la dame qui fait la manucure a autrefois été elle-même chasseuse de migrants. Oui, alors ce qu'il faisait, c'est que ça se faisait en famille. On partait le dimanche et on faisait un pique-nique au bord de la frontière en espérant voir et attraper des migrants. Et ça se fait peut-être plus maintenant, parce que maintenant c'est plutôt devenu des vraies chasses. Mais alors ce que j'aime bien, c'est le paradoxe qui est dans cette conversation. Parce que cette femme qui dit tu te souviens, on allait à la frontière, on n'a jamais attrapé personne, mais on s'est tellement amusé. Et puis Jessica lui répond mais maintenant j'en attrape plein. Et alors cette femme lui dit à ce moment-là, elle dit oui, pauvres gens. Parce qu'effectivement, tout est dans le même... Tout est lié, tout le temps. Et il n'y a pas de raison qu'on ne sente pas aussi la détresse de ceux qu'on chasse. François Truffaut disait qu'il avait beaucoup de mal, quand il voyait des films, à ne pas être totalement en liaison directe avec un personnage, et qu'il n'aimait pas les tierces personnes. Et il racontait même que pour le journal d'un curé de campagne qu'il adorait, la séquence qu'il n'aimait pas, c'est quand le curé de campagne allait voir son supérieur pour lui dire ça va pas. Et il disait voilà. Et vous, dans votre film, il y a une séquence que j'ai trouvée très belle, très forte, où il y a un jeune Américain qui filme une exaction en train de se faire et qui dit mais je suis américain, je connais mes droits. C'est le côté positif de la force, c'est le côté
que c'est un peuple dans lequel il y a encore de la rébellion. Oui, et puis il y a des règles. Et des règles. Voilà. Mais les règles vont pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a ses règles. Alors elle essaye de les bousculer, elle va plus loin. Mais alors cette scène-là dont on parle ici, c'est cette scène où donc ces jeunes Américains qui rentrent probablement d'avoir été passés le week-end au bord de la mer au Mexique, ils arrivent là et puis ils sont arrêtés parce qu'on les soupçonne tout de suite, évidemment, de trafic illicite, ils ont acheté de la drogue ou Dieu sait quoi. Et donc, lui, ce jeune homme qui filme, il dit « Je suis dans mon droit, premier amendement, c'est ma liberté d'expression, je fais ce que je veux. Vous pouvez rien me dire. » Et il lui tient la dragée haute il tient la dragée haute à tout le monde, en fait. Donc, il n'y a pas un seul de ces bords de patrol, qui sont 5 ou 6 autour d'eux, qui a une capacité à arrêter le geste de ce garçon. C'est le seul qui fait ça. Parce que lui, il est américain, il est dans son droit. La seule chose que les bords de patrol peuvent lui demander, c'est s'il est citoyen américain. À partir du moment où il dit oui, on ne peut plus rien lui demander d'autre. Alors que tous les autres, les Amérindiens qui sont aussi des citoyens américains, mais les migrants qui sont parfois aussi totalement légitimes dans le pays, tous ceux-là se font arrêter, ils font tous profil bas parce qu'ils ont peur des conséquences. Donc personne n'ose bouger. Il y a juste l'Américain blanc qui, celui-là, voilà, il a tous les droits. Ce jeune personnage, c'est votre alter ego? Non, pas du tout. Il pourrait. Il prend des photos sur quelque chose qui le scandalise. Oui, mais en même temps, je le sens plus véhément que ça. Je le sens plutôt dans un jeu. Je le sens dans un jeu où ça lui fait du bien d'avoir raison. Plus badin. Oui, c'est ça, voilà. Courrier International avait publié une enquête disant que la libération de la France, de l'Europe, du monde libre par les États-Unis s'était accompagnée pendant des dizaines d'années par des violences sur le territoire français par les GI américains. Oui. Par des viols, par une mainmise des GI qui se sentaient tout permis dans les bases, autour des bases américaines, etc. Votre film, il commence par une séquence d'amour tarifé, oui, où une policière américaine oui, prend un homme, le cagoule, c'est le début du film, hein, donc, oui, chères auditrices et auditeurs, je ne divulgage rien, l'emmène chez elle, fait l'amour d'une manière purement mécanique, c'est un amour tarifé. Oui. Deux choses par rapport à cette scène. D'une part, il fallait que... C'est une manière de montrer combien elle est enfermée en elle-même, combien elle est dans une incapacité totale de ressentir quoi que ce soit. Elle s'est vraiment constituée un personnage qui est une carapace dont elle a besoin parce qu'elle passe sa vie en tant que border patrol dans un milieu hyper machiste qui est le milieu de cette force au bord de la frontière. Et puis d'autre part, elle se comporte aussi comme un homme quelque part. Et en fait, pour moi, elle va aux putes comme les hommes vont aux putes. C'est-à-dire que ça n'a rien de différent. J'ai eu pas mal de retours de spectatrices qui m'ont posé la question de savoir pourquoi elle fait ça, pourquoi elle est là. Parce qu'en fait, la promiscuité est totale. Tous ces gens dont on veut totalement ignorer l'existence et qu'on refoule tant qu'on peut, et qu'elle refoule la première de manière très délibérée, elle en a besoin d'une certaine manière aussi, c'est-à-dire que c'est votre jardinier, c'est la personne qui vient chez vous faire le ménage, c'est la plonge dans les restaurants, c'est toute une économie qui existe, et qui existe aussi bien chez nous d'ailleurs qu'aux États-Unis. Donc voilà, je voulais montrer toutes ces choses-là dans cette petite séquence en quelques minutes. Le film s'appelle The Wall, le mur. Il y a deux murs. Oui. Il y a le mur entre la frontière mexicano-américaine, et il y a un deuxième mur qui est l'autre grand sujet du film, le mur qu'il y a entre cette femme et le reste du monde. Oui, et puis elle est capable de planter un repas de famille pour aller écouter des téléévangélistes. Elle est militaire, on va dire, mais c'est au-delà de ça. On a l'impression d'une femme qui a perdu toute empathie. Et surtout, il y a un mur, on ne sait pas d'où il vient ce mur. C'est un peu comme ça que je peux concevoir, c'est-à-dire que ce personnage, il fallait l'explorer. Si je suis parti sur un personnage aussi néfaste, c'est parce que quelque part, il était en filigrane, il était en silhouette, si vous voulez, dans mes deux premiers films, qui étaient vraiment concentrés sur le personnage de la victime. Et je voulais pouvoir adresser ce personnage, je voulais pouvoir l'explorer. Et donc, j'ai compris, moi, que pour pouvoir libérer sa conscience des limites que la morale nous impose, et se sentir
dans son droit à faire des choses que personne n'a envie de faire, en réalité. Quelque part, il faut avoir trouvé une solution à l'intérieur de soi. Et cette solution, pour moi, chez elle, en tout cas, elle vient de son enfermement personnel. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une troisième dimension à ce mur. Et Vicky, elle dit, c'est comme une feuille de papier. Et moi, quand on a tourné, me dit-elle, j'avais peur de savoir que j'étais capable de passer de l'autre côté. C'est ça qui l'inquiétait le plus. C'est-à-dire que c'est sa propre violence, à ce moment-là consentie, explorée par elle-même, dont elle avait peur qu'elle avait peur de reconnaître. Et le fait qu'elle n'ait pas d'amoureux passe presque inaperçu. Mais oui. C'est-à-dire qu'elle n'est qu'elle. Ben oui, parce qu'elle est en uniforme. Voilà, et parce que je pense qu'elle fait confiance à personne. Au festival de Bruxelles, Vicky Krieps a dit qu'elle a beaucoup réfléchi à diminuer le nombre de mots qu'elle prononçait pour être le plus opaque possible, pour déshéroïser totalement son personnage, pour que les gens dans la salle se disent cette femme froide, assassine, ça pourrait être moi. Exactement, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que j'ai fait aussi. C'est-à-dire que le principe du film, c'est de nous emmener là où on sent qu'on pourrait être nous-mêmes. Et donc moi, j'avais j'essaie de nous mettre dans une possibilité d'identification, même si ici, pour le coup, on n'a pas d'empathie pour ce personnage. Et quelque part, on la refoule, mais on est quand même... voilà, on est attiré par elle. Et je pense que c'est Vicky dit ça très bien, en effet. L'idée des mots, oui, mais il y a aussi sa posture. Je dirais, elle est saisissante de dureté, de force. Quand elle se lisse les cheveux dans un miroir, on a vraiment l'impression quasiment d'une opération chirurgicale. C'est-à-dire vous filmez ça en très très gros plan, on a vraiment l'impression d'un robot qui se prépare au combat juste avec ses cheveux. Oui, et à la fin du film, quand elle se regarde de nouveau dans un miroir, elle se redresse, elle remet sa chemise en place, et puis elle fait un petit comme ça. Et on est là. Et moi, ça, c'est un moment pour moi qui est extraordinaire. Il y a une satisfaction à se retrouver là où elle était au début. 2 de vos films, le premier, Le jour où Dieu est parti en voyage, et The Wall, dont nous sommes en train de parler, se terminent par une femme au centre de l'image et des gens autour d'elle. Oui. Oui. Ça, je sais pas, moi. C'est pas à moi de répondre là-dessus. Il y en a une qui est au Rwanda, oui, qui s'évanouit, qui s'allonge, et des gens se regroupent autour d'elle. Oui. Et à la fin de The Wall, elle est là avec ses collègues officiers, et je me suis demandé ce qui était de la part du scénariste Philippe Van Leu, ou ce qui était de la part de... Finalement, c'est intéressant de filmer sur un être humain qui ressemble un peu à Jeanne d'Arc d'ailleurs, comme vous l'avez dit à la fin, et de laisser le personnage, le spectateur, penser ce qu'il veut. Oui, absolument. Pour moi, c'est totalement essentiel. Dans Le jour où Dieu est parti en voyage, on arrive à la fin du film et effectivement, je ne sais pas ce qui va se passer pour cette femme. Je ne sais pas s'ils vont la lyncher et la tuer, ou si quelqu'un va lui venir en aide et la secourir. Et ici, par contre, ce que je veux absolument montrer, c'est qu'en fait, ce personnage qui a été déstabilisé par un acte meurtrier, l'acte meurtrier qu'elle a commis, je crois que ça l'a ébranlé, mais il n'y a pas de remise en question véritable. Et ça, je pense que c'est exactement ce qui se passe pour la plupart du temps. Et si on essaye de rester dans un contexte réaliste, ce que j'essaye de faire dans chacun de mes films, eh ben, je suis obligé de me confronter aussi à la réalité d'un personnage jusqu'au bout du récit. C'est-à-dire que tout le monde aimerait bien qu'à la fin, elle change et qu'elle soit meilleure. Mais en fait, je ne sais pas si on en est véritablement capable, à moins d'avoir énormément de courage. Vicky Krieps dit que dans sa vraie famille, dans sa vraie vie, du côté maternel, il y avait des nazis, et du côté paternel, il y avait des déportés. Oui. Et que cette ambivalence de là où elle vient l'avait aussi beaucoup aidé à livrer un personnage qui soit
complexe. Oui, mais c'est pour ça que je me suis tourné vers elle. C'est parce qu'en fait, j'avais besoin de pouvoir compter sur quelqu'un qui puisse montrer simplement par son visage, par ses expressions, même pas les expressions, l'intensité de son regard ou la rougeur de ses joues, qui puisse montrer la fragilité, la vulnérabilité dont elle est victime en même temps, dont elle se sent victime en même temps. Il fallait qu'elle soit établie, ça. À travers votre chambre, tout à l'heure, on a parlé de votre enfance. Ouais. On peut aussi parler du fait qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas un Américain, vous êtes un Belge. Oui. Beaucoup de gens ont été marqués en France par le film de Michael Haneke, Caché, où tout d'un coup, on voyait un regard sur la guerre d'Algérie qu'on n'avait pas vu dans un cinéma français. C'est un atout d'être en dehors du royaume, pour en parler. Évidemment, oui, tout à fait. Je pense que, le procès en légitimité, on me le fait à chaque fois. Ah, mais c'est pas mon cas. Non, justement. Au contraire. Non, mais à chaque fois, je suis obligé de me défendre par rapport à ça. Mais en réalité, je pense que, en étant ni rwandais, ni syrien, ni américain, j'ai quelque part, j'ai une autre distance, j'ai la possibilité d'un regard qui soit plus neutre, peut-être, et qui puisse me permettre aussi des intrusions dans une réalité qui m'est pas forcément ouverte, et qui me permet aussi de pouvoir c'est pas seulement se permettre, je dois avoir une vraie vigilance avec ça, parce que ce que je peux dire ou faire ou montrer, il ne faut pas que je le montre de manière aliénante. Et donc, tout ça, ça fonctionne à peu près. J'ai trouvé un message d'espoir à la fin de votre film. Ouais, c'est quand Jessica, avant de repartir au front, prie. Il y a un plan sur une télé éteinte. Ouais. Et moi, j'ai vu ça contre le fait qu'elle allait peut-être mettre une sorte en veilleuse, le message télé-évangéliste, bourrage de crâne qu'il peut y avoir dans le film. En voyant cette image d'un écran télé éteinte, je me suis dit, cette femme va peut-être évoluer. Peut-être. Moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en tout cas, cet écran noir, correspond à un vide total. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repère véritablement. Et que, et que cette télévision qui est devenue un cordon ombilical mental ne nous sert à rien. On fait le petit questionnaire rituel ? Allez. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000 ? J'étais avec des amis quelque part dans la Loire et dans un château où il faisait très froid. Quel est le livre que vous avez le plus offert ? Eh bien donc, il me semble que désormais Roger soit en Italie, qui est un petit livre de Frédéric Vitou à propos de Roger Tailleur, et que j'ai offert plein de fois parce que c'est un livre sur l'amitié, très très beau. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée face à une œuvre d'art en vous disant « mais c'est moi » ? Mais dans la fragilité du regard de Rembrandt, dans son autoportrait vieux, il y a quelque chose que je trouve totalement troublant. Si demain matin, vous pouvez tout prendre avec vous, votre métier, vos amours, vos animaux de compagnie, demain matin à 9h, vous êtes où ? À Rome. Vous avez déjà pensé à la musique que vous aimeriez que vos amis entendent lors de vos funérailles ? Non, j'y arrive pas. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant la maternité, vous avez vu le jour ? Ouf. Au moins 30 ans. Au moins 30 ans. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un, vous décidez d'enterrer l'âge de guerre. Quel est le DVD que vous envoyez par la poste pour bien faire comprendre votre message d'amour ? Je sais pas, j'ai vu avant-hier, le nouveau film de Pedro Almodovar, et La chambre d'à côté. J'ai trouvé infiniment réussi, beau, même si les 15 premières minutes sont imbuvables. Le message est parfait. Avant de prendre une grande décision, je choisis cet acteur, je choisis ce scénario. Est-ce que vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel ? Non, j'avance. Je sais pas. J'ai pas de truc. Merci beaucoup Philippe Van Leu d'être merci venu à vous, c'est un régal. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Vrai Monde sur Fréquence Protestante 100.7. Votre film The Wall, Le Mur, est en salle depuis le 18 décembre. Joyeux Noël à vous. Merci, vous aussi.